sent vraiment le mana. Là, on appelle ça le yo-yo des marquises. C'est incroyable. J'aurais jamais rêvé de l'accueil que celui-là. Un accueil dans les plus pures traditions pour une reine de beauté marquisienne. Ina Opoku Devez est de retour à la maison. Miss France 2026 est arrivée hier soir, accueillie par une foule venue la saluer. La jeune femme s'est dite émue et heureuse. Nous reviendrons sur ce moment intense au début de ce journal. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans adoptée à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé le texte ce lundi, un texte qui doit encore être examiné par le Sénat. Si la Polynésie n'est pas concernée, la France pourrait bien devenir le premier pays d'Europe à sauter le pas. Un nouveau recensement des grandes espèces marines de Polynésie. Le programme Remoa 2 est de retour après 15 ans. Il vise à améliorer la connaissance des mammifères marins et autres mégafaunes pélagiques par observation aérienne. La mission débute le mois prochain. On en parle plus en détail avec notre invité Jérôme Spitz, le directeur de l'Observatoire Pélagis, aux commandes de ce vaste programme. Et puis en sport, il y avait de la précision et de la concentration ce week-end pour la première compétition de tir à l'arc de l'année. Tireurs confirmés et jeunes talents avaient rendez-vous à Titioro pour l'ouverture de la saison. Nous reviendrons sur les temps forts de ce championnat. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 26 janvier. Ina Opoku Devez est donc de retour à la maison. Miss France 2026 a été grandement célébrée hier soir à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Un accueil traditionnel pour celle qui est originaire des Marquises et un programme partiellement dévoilé. On voit cela avec Nicolas Pérez et Jeanne Tinourua. Féliciter. Arrivée en grande pompe hier soir pour Ina Opoku Devez. Miss Tahiti et Miss France 2026 est enfin de retour sur son Fénois. Accompagnée au son des pahous des îles Marquises, dont elle est originaire, Ina Opoku a enfin pu aller à la rencontre de ses premiers fans. Le jour où j'ai été élue, j'ai pas pu voir l'émotion dans le regard, dans le regard des Polynésiens parce qu'ils étaient à 16 000 km. Et en fait, c'était comme si là, je revenais, comme si j'avais gagné le jour de mon élection. Parce que pour la première fois, je revoyais le regard de toute la Polynésie française. Ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie et l'un des plus beaux jours de ma vie. Un public qui aura l'occasion de la découvrir lors de parades qui seront organisées en fin de semaine. Une priorité pour Miss France qui devra malgré tout jongler entre shooting photo pour la presse nationale et action en faveur d'associations. Il y a justement 2 événements prévus pour que j'aille à la rencontre des Polynésiens et que je puisse les remercier, leur démontrer toute mon affection. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à eux. Et après, voilà, j'ai aussi des actions humanitaires avec les associations. Donc on essaye, en tout cas la société Miss France a essayé de faire au mieux avec le comité Miss Tahiti pour qu'il y ait un partage un peu équitable. Un programme très serré pour cette jeune femme de 23 ans qui aura néanmoins le plaisir de retrouver les siens. Je ne serai pas qu'avec ma famille, c'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'un retour aux sources où je suis en vacances. Quand on est Miss France, c'est un an. Voilà, ma famille est au courant, donc je vais avoir un jour où je vais pouvoir un peu me reposer avec eux. Et puis, bien sûr, je ne pourrai pas voir tout le monde parce qu'ici, on est des grandes familles polynésiennes, mais je vais faire au mieux. Près de 2 mois après son sacre national, Ina Opoku profite de chaque instant. Étudiante en psychologie et top modèle à 16 heures, Miss France ne souhaite pas pour le moment anticiper l'après Miss France. À terme, dans 5 ans, tu te verrais plutôt dans quoi? Dans la psychologie ou dans le mannequinat? Et pourquoi pas les deux? Je sais pas, on verra bien. Voilà, je vous le disais en titre, la France est donc en passe de devenir le premier pays d'Europe à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les députés ont adopté le texte ce lundi à l'Assemblée nationale. Il doit encore être examiné par le Sénat. La Polynésie pourrait-elle suivre? Une question qui reste encore en suspens. Thomas Chabrol, Mérétéato. Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat... La France est en passe de devenir le premier pays en Europe à interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir du 1er septembre. Le projet de loi est approuvé par les députés.
Il prévoit que les mineurs ne puissent plus accéder à des services de plateforme sans l'accord explicite d'un parent ou tuteur. Certains usages des réseaux sociaux pourraient être interdits pour les jeunes. La mesure soutenue par le président de la République s'appuie sur les préconisations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Objectif, préserver la santé mentale et physique des mineurs. L'interdiction vise à réduire les risques d'addiction, éviter des images choquantes, prévenir les troubles du sommeil. Reste désormais l'examen du Sénat, mais à ce stade du processus législatif, le texte ne précise pas s'il s'applique en Polynésie. Reste que la mise en œuvre technique d'une telle interdiction n'est pas simple, ce qui pourrait limiter l'efficacité réelle de la loi. Pour vérifier l'âge, ce sera aux plateformes de choisir le moyen pour le faire. Début décembre, c'est l'Australie qui interdisait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Voilà, et cette information maintenant qui est tombée la semaine dernière, et désormais la Polynésie est bien concernée par ce grand rappel de lait infantile. En cause, la présence possible de ces rhéulides, une toxine pouvant entraîner des troubles digestifs importants. Au Fénois, les marques Pico, Blédilé et Gallia sont concernées. Évitez donc toute consommation jusqu'à nouvel ordre. La liste des produits exacts est à retrouver sur le site de la DGAE. Elle pourrait évoluer en raison des investigations toujours en cours. Une passerelle en forme de pirogue, c'est le projet lancé ce matin par le ministre des Grands Travaux Jordi Chan. La passerelle acheminera piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite du parking de la Maison de la Culture à l'échangeur de la RDO à Hawaii. Objectif, encourager la mobilité active pour un coût estimé à plus de 500 millions de francs. Rarhong Mahacheong a assisté au premier coup de pelle, regardez. Imaginez ici votre nouvelle promenade de santé. À la place des engins de chantier du béton, demain, des piétons, des cyclistes et un nouvel espace pour respirer. C'est sur ce site encore en travaux que le ministre de l'Équipement Jordi Chan projette de faire naître une passerelle dédiée à la mobilité active. L'objectif de ces travaux, c'est de rendre la promenade du front de mer encore plus agréable qu'elle ne l'est aujourd'hui pour la population, mais c'est également et surtout de promouvoir la mobilité active, puisque ce projet, ça va être le premier qu'on va mettre en œuvre d'une longue série qu'on va mener sur le front de mer et dans la capitale de Papeete pour encourager du coup la marche à pied, le vélo, qui sont des modes de transport alternatifs à la voiture. Une passerelle sans escalier accessible à tous, bordée de végétation tout au long du littoral, pensée pour la marche comme pour le vélo. Au-delà de l'aménagement, le projet intègre aussi une dimension culturelle, un symbole fort que le ministre souhaite inscrire dans l'architecture même de la passerelle. C'est une passerelle qui a été conçue par l'architecte Alexis Nguyen et qui a pour vocation à promouvoir du coup notre culture, puisque la passerelle va ressembler à une pirogue double. Et du coup, c'est un hommage à nos ancêtres navigateurs polynésiens. Ça serait une passerelle métallique, mais avec des couleurs qui rappellera en fait le bois. Un investissement conséquent mais assumé pour transformer les habitudes de déplacement et faire de la mobilité active un pilier du paysage urbain de demain. Elle n'était pas revenue sur notre territoire depuis 2011. La mission scientifique baptisée Rémoa est de retour au Fénois. Son objectif, recenser et améliorer la connaissance de la grande faune marine polynésienne. Cette deuxième campagne permettra d'affiner l'identification des populations grâce à des observations aériennes. Un vaste programme d'observation qui démarre début février et sera lancé officiellement ce mercredi lors de la deuxième édition Temana o Te Moananui à Hiva. Il est porté par l'Observatoire Pélagis avec le soutien de l'Office français pour la biodiversité. On en parle tout de suite avec vous, Jérôme Spitz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes arrivé hier à Tahiti. Absolument. Et vous êtes le directeur donc de l'Observatoire Pélagis, un laboratoire de l'Université de La Rochelle et du CNRS. Tout d'abord, quelles sont vos missions au sein de ce laboratoire ? Alors, les grandes missions du laboratoire, c'est de
suivre les populations de grands vertébrés marins, principalement les mammifères marins et les oiseaux de mer, afin de fournir des données robustes, scientifiques, notamment de long terme, pour pouvoir appuyer les gouvernements dans leur politique publique de conservation. Et vous êtes ici donc pour mener à bien ce vaste programme baptisé Rémois. Plus concrètement, en quoi il consiste? Quels sont ces animaux que vous allez observer? Alors Rémois, on a fait un grand programme qui a commencé en 2008 avec l'objectif d'avoir un recensement de ce qu'on appelle la mégafaune marine, donc les mammifères marins, les tortues, les oiseaux, mais aussi les raies ou des grands requins, à travers l'ensemble des territoires sous juridiction française tropicale. Donc un premier cycle a eu lieu entre 2008 et 2015, et là on revient pour un deuxième cycle pour voir comment les choses ont bougé en fonction des territoires, et on commence par la Polynésie française. C'est-à-dire que vous observez les déplacements Donc l'objectif, c'est de savoir le qui, donc la biodiversité, quelles sont les espèces présentes, où et combien, en quelle quantité. Ensuite, ça sera de comprendre pourquoi elles sont là, comment ces différentes espèces se partagent le territoire, et notamment pour des zones du large, des zones où on a peu l'habitude de voir, où il y a peu de suivi, qui sont difficiles d'accès. C'est aussi pour ça qu'on revient que les 6 à 10 ans dans les différents territoires sur ces grandes campagnes, pour couvrir vraiment des zones qui sont peu documentées. Parce que là, on peut s'attendre à des évolutions majeures entre 2008 et aujourd'hui 2026. Alors c'est difficile de savoir si on peut s'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers les changements qu'on observe dans la planète, notamment les changements climatiques, on sait que le Pacifique aura un certain nombre de pressions à l'avenir, et on peut s'attendre à un certain nombre de modifications. Et en tout cas, ces suivis sont très importants pour pouvoir renseigner notamment les différentes aires marines de la Polynésie. Excusez-moi, Teinuiatea, vous m'avez devancé, j'allais en parler justement, beaucoup, puisque c'est bien ça aussi l'objectif, c'est que vraiment ce programme, c'est un réel soutien, un appui pour le pays et l'État qui collaborent à vos côtés pour pouvoir justement mieux gérer les politiques publiques. Oui, c'est absolument des programmes qui sont co-construits. On vient aussi pour répondre à un besoin, donc on a travaillé énormément avec le gouvernement, principalement la DIREN, sur la désignation des zones, les objectifs, l'analyse aussi des données qui vont avoir lieu après, parce que si on est là pour 3 mois et demi de campagne, ça va être 2 ans d'analyse de données pour fournir les données les plus centrales, et aussi documenter l'avenir de ces populations, avoir des états de base, des états de référence, mais aussi le devenir à long terme. Parce que c'est souvent sur le long terme qu'on arrive à voir les changements et la priorisation, notamment de tout ce qui va être planification spatiale ou action sur certaines pressions humaines. Par exemple, il n'y a pas que les mammifères marins ou les espèces qu'on va recenser. Oui, parce que ces observations vont aussi pouvoir permettre une observation des activités humaines, notamment la pêche, voilà, certaines les déchets. Activités, pêche et déchets, les DCP, des dérives aussi flottantes qu'on peut observer. Donc c'est aussi comprendre les animaux dans leur environnement, et l'homme fait partie de cet environnement. Parce qu'il faut le dire, la méthode choisie, c'est l'observation aérienne par avion. Donc, et pourquoi cette méthode? Parce que c'est une méthode qui permet de couvrir des très vastes territoires dans un temps qui est relativement court. Pendant les 3 mois et demi de mission, c'est 30 000 km qui vont être couverts. Les 5 archipels. Les 5 archipels vont être couverts. Ça représente 850 000 km² qui vont être observés, et dans un temps relativement restreint, ce qui permet vraiment d'avoir une image un petit peu instantanée de l'ensemble des territoires et aussi vaste qu'est la Polynésie. Et on le voit, ces avions sont assez particuliers, on le voit à l'image là, puisque les hublots sont en forme de bulles. Voilà, c'est des hublots bulles, ce qui permet d'avoir 2 observateurs, un de chaque côté, qui va regarder en dessous de l'avion et va pouvoir compter tout ce qu'il observe dans une certaine bande. Donc il y a un protocole scientifique avec un certain parcours de l'avion qui est prévu à l'avance, afin de pouvoir, d'observation un peu ponctuelle, pouvoir recalculer des exercices qu'on appelle de modélisation pour pouvoir couvrir, on va dire, l'ensemble des eaux. Et tout cela est mené donc par cette mission scientifique. Qui est cette équipe finalement? Elle est déjà arrivée sur le territoire, et est-ce que des Polynésiens feront partie de ce programme? Oui, bien sûr, c'est une équipe. Alors va être déployée une dizaine de personnes, une dizaine d'observateurs, plus des pilotes et des mécaniciens sur l'ensemble de la campagne, avec 2 avions. Une partie vient de Métropole, donc une partie de l'équipe de Pélagis qui a l'habitude de conduire ça dans différents territoires. On travaille aussi avec des partenaires locaux, des associations qui ont participé en 2011 à la première campagne, et qui reviennent pour cette deuxième, plus des nouveaux Polynésiens qui vont être formés, parce que ces campagnes sont aussi l'objectif, c'est aussi de transmettre du savoir, de faire venir des nouvelles compétences, également la mise à jour des compétences, les techniques évoluant, et aussi de transmettre un savoir à travers la société, on va dire au sens large, puisque parce que vous irez dans les écoles également. À travers l'ensemble des territoires
et des îles qui vont être parcourues. L'équipe va aller à l'encontre principalement aussi des jeunes et des enfants pour sensibiliser à ces populations, à cette richesse du patrimoine polynésien au large, souvent qui est invisible, on va dire, de nos yeux vus de la Terre. Est-ce qu'on peut estimer le coût d'un tel programme? Comment est-ce qu'il est financé? Alors le programme est principalement financé par l'Office français pour la biodiversité, plus on va dire les institutions qui portent scientifiquement, le CNRS, La Rochelle Université, quelques mécènes comme l'Aquarium aussi de La Rochelle, Air Tahiti Nuit aussi qui contribue. Donc un ensemble de partenaires pour un budget global évalué autour de 2,2 millions d'euros. Et les conclusions pourraient être rendues quand? Alors les premiers résultats, on aura, on va dire, premiers résultats un petit peu à chaud, on va dire, en mi-mai quand on va terminer la campagne. Et ensuite, les premières, on va dire, évaluations consolidées arriveront fin 2026, début 2027. Et il y aura encore 2 ans d'analyse pour vraiment ensuite avoir les données les plus robustes. Les plus précises possibles. Et on aura très certainement l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup, Jérôme Spitz, d'avoir été notre invité ce soir. Dans 48 heures, les 4200 agents communaux devront se rendre aux urnes pour élire leurs futurs représentants syndicaux. Parmi eux, la COSAC, le syndicat majoritaire, a présenté son équipe et ses priorités pour les 6 années à venir. Arrivée en tête en 2020 avec 38% des voix, la Confédération veut confirmer son leadership. Au-delà des évolutions de carrière des agents, son combat porte aussi sur le mal-être au travail. Écoutez à ce propos Aymana Bernier, le président de la COSAC Polynésie. Il est au micro de Nicolas Pérez et Vaimi Thierlo. La santé mentale, c'est vrai que c'est une réalité dans beaucoup de mairies, pas que dans les mairies, mais aussi dans d'autres structures, dans les entreprises. Mais nous, l'année dernière, nous avons traité quelques dossiers sur des faits de harcèlement et on s'est dit que ça, c'est un sujet sur lequel on doit prioriser. Pourquoi ? Parce qu'un agent qui est bien au travail, il fait bien son travail. Et donc, le service public est bien rendu, la population est contente. Nous, on veut renouer un dialogue social au sein des communes parce qu'on s'aperçoit que le dialogue social dans les communes, parfois, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'être représentatif durant ces élections syndicales, donc je rappelle le 28 janvier 2026 dans l'ensemble des mairies de la Polynésie, ça permet d'avoir du poids dans la discussion. Voilà, place au sport. Maintenant, c'est la reprise pour les Archers de Polynésie. La saison a démarré le week-end dernier lors d'une compétition réunissant tireurs confirmés et jeunes talents à Titioro. Objectif, lancer l'année sur de bonnes bases, évidemment, et marquer des points pour la suite du calendrier. Un rendez-vous très suivi, marqué par une intensité et une précision de haut niveau. Un rendez-vous qu'a suivi pour nous Oriano Tefao. En salle, le silence est presque total. Ici, pas de vent, pas de pluie, tout se joue sur la technique et le mental. Cette compétition marque l'ouverture de l'année pour les archers avec une affluence record, 27 participants réunis sur 13 cibles. Ça va, je suis content de moi, je me suis améliorée comparé à l'autre compète. La journée débute par les qualifications, 60 flèches tirées pour établir le classement, avant d'entrer dans le vif du sujet, les duels à élimination directe. Un format exigeant où chaque erreur peut coûter cher. Alors effectivement, donc le indoor c'est spécifique, donc on n'aura pas ça au jeu. Tout le monde tire à 18 mètres sur un blason de 60 cm pour les débutants et 40 cm pour les plus expérimentés. Parmi les favoris, tous les regards se tournent vers l'Arkapuni Open. Un duel annoncé et confirmé entre Reari Tewio et Arthur Demachi. Score après score, aucun des deux ne lâche prise. L'écart reste infime, la pression monte. Alors, conclusion ? Conclusion, égalité. Ah ouais ? Match nul pour le moment. C'est serré alors ? Ah, c'est serré, ouais. Impossible de les départager, il faut alors recourir à un tir de barrage, une flèche chacun en duel. Reari Tewio fait la différence. Au-delà du résultat, cette première étape lance une année dense avec en ligne de mire les grandes échéances internationales. Un début prometteur déjà marqué par des oppositions de très haut niveau. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez To'ufenua To'ura, suivi de l'émission Nos différences. Enfin, 2 nouveaux épisodes de la série Poker Face. Très belle soirée à tous. Excellent début de semaine. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.